C'est une route perdue, à l'ouest de la Norvège. Cernée de glaciers et de falaises, sinueuse, comme la rive des fjords. Après des heures de recherche, je finis par atteindre le but de mon voyage. Flottant sur les eaux froides, des fermes de poissons, où se cache l'un des trésors les mieux gardés du pays, le saumon d'élevage. Dans ces lieux déserts, entourés de grillages et de portes closes, j'ai rendez-vous avec un homme qui souhaite me révéler ce qu'il considère comme un scandale, caché sous les eaux des fjords. Kurt Odekalv est l'un des militants écologistes les plus respectés de Norvège. Il est parti en guerre contre les éleveurs de saumon, responsable selon lui d'une catastrophe sanitaire à grande échelle. It is a disaster, this, and now all this fish, because they're too many together, you know, with 2 million in a fish farm like this, they're too many together, and they get sick, and today you have a pandemic because PD and ISA is spread all over Norway, and they don't want to tell it to the customers like the people in France, you know. Depuis 10 ans, Kurt Odekalv va placer ses fermes industrielles sous haute surveillance, accumulant les preuves. Aujourd'hui, il souhaite me révéler les pratiques des éleveurs norvégiens qu'il juge dangereuses. Sur ces images qu'il a tournées, il affirme que ces hommes déversent dans les bassins un puissant pesticide, connu pour ses effets neurotoxiques. Ils doivent s'en protéger derrière des combinaisons et des masques à gaz. De la chimie pour soigner les saumons, rongés de parasites et de maladies qui pullulent dans les élevages. You will find different kind of ivermectin, you will find flubanserons, you know, all kind of chemicals, and that's disgusting, you know. It's nothing for people to eat. I mean, you know, Norwegian salmon is the most toxic food you have in the whole world. Des poissons toxiques, alors qu'ils sont couramment vendus dans nos supermarchés. Et le saumon de Norvège ne serait pas la seule espèce concernée. Pour vérifier ces accusations, j'ai enquêté plusieurs mois dans les coulisses de l'industrie du poisson. C'est l'aliment santé par excellence. Recommandé par les médecins et les nutritionnistes, le poisson a gardé l'image d'un produit sain et naturel. Sa chair renferme pourtant bien des secrets, parmi les plus toxiques de l'industrie agroalimentaire. De la Norvège jusqu'au Vietnam, en passant par la Suède et le Danemark, j'ai remonté les filières de cette industrie planétaire. Poissons d'élevage, produits de la pêche, mais aussi plats cuisinés, plongés dans les eaux troubles d'une filière hors de contrôle, qui déverse à notre insu un dangereux cocktail de produits chimiques dans nos assiettes. En France, la consommation de poissons a plus que doublé en 50 ans. Elle atteint aujourd'hui 27 kg par an et par habitant. C'est plus que le bœuf ou le poulet. Pour répondre à la demande, de nouveaux poissons ont fait leur apparition. Et les poissonneries d'aujourd'hui ne ressemblent plus vraiment à celles d'autrefois. Jeune homme, bonjour. Bonjour. Vous désirez? Je vais vous prendre 2 filets de saumon, s'il vous plaît. D'accord. Sur peau. D'accord. Dans cette poissonnerie parisienne, le saumon est écossais, les bars sont grecs, et à part la truite, pas un poisson français à l'horizon. On a très peu de poissons français, tout en sachant que maintenant on nous donne pas on nous dit simplement Atlantique Nord-Est, on nous donne que des zones de pêche. Il y a quelques années, on nous précisait beaucoup mieux les choses. Aujourd'hui, la grande majorité des poissons consommés en France est importée, et près d'1 sur 2 est un produit d'élevage. En élevage, on a le saumon, le bar, la dorade. On a à peu près 60% de pêche et le reste de l'élevage.
Des poissons beaucoup moins chers que les produits de la pêche, comme ces saumons d'élevage ou ces filets de panga. À 12,90 € le kilo, c'est le poisson le moins cher du magasin. 12,90 le kilo, ça permet à certaines personnes de pouvoir se manger du poisson pas trop cher. Ils ne peuvent pas tous se permettre d'avoir du dos de cabillaud à 32 € le kilo en fait. C'est un produit qui marche très fort. Là, le prochain arrivage est pour quand? Demain. Encore inconnu il y a 10 ans, le panga est aujourd'hui l'un des 10 poissons les plus consommés en France. C'est 12,90 € le kilo et à partir de 500 grammes on fait 10 On €. le trouve dans les poissonneries Debout. et aussi dans la plupart des grandes surfaces, sous forme de filets congelés. Mais grâce à son petit prix, le panga s'est surtout imposé dans la restauration collective, au point de devenir l'un des poissons les plus consommés C'est de la sauce. dans les cantines scolaires. Si vous voulez de la sauce, vous le dites là. Comment ce produit d'élevage parvient-il à afficher des prix aussi bas? Et que trouve-t-on exactement dans la chair de ces poissons, servis à nos enfants? Bon appétit. Au sud du Vietnam, dans le delta du Mekong, la première étape de mon enquête. Ici, le panga fait partie des traditions culinaires. Vendu sur les marchés, consommé tous les jours dans les restaurants. Mais derrière cette image traditionnelle, il y a une autre réalité. Depuis une quinzaine d'années, le panga est aussi devenu l'une des principales richesses de la région. 95% de la production mondiale provient du sud du Vietnam. Dans la petite ville de Can Tho, sur le delta, on lui a même érigé une statue, juste à côté de celle d'Ho Chi Minh, le père de l'indépendance du pays. Je vais découvrir que cette réussite économique cache aussi une face sombre, surexploitant les hommes autant que l'environnement. Sur le fleuve, j'ai rendez-vous avec un homme pressé, celui que les Vietnamiens appellent le roi du panga, Monsieur Minh. En 15 ans à peine, il a amassé la 4e fortune du pays grâce à ses fermes d'élevage. Il exporte du panga dans plus de 30 pays, dont la France. Pour la première fois, il a accepté d'ouvrir ses portes à des caméras de télévision. Bonjour Monsieur Minh. Les gros poissons sont en train de manger là-bas. Non, on va plutôt leur montrer les petits poissons. Ils sont plus gourmands. Allons là-bas. La fortune de Monsieur Minh se trouve tout entière sous l'eau de ses bassins. Pour en comprendre l'ampleur, il faut venir ici tôt le matin et assister au spectacle du petit déjeuner. Dans chacun de ces étangs, 300 000 pangas. Une concentration industrielle pour un poisson vorace. Ces pangas, on les fait manger 2 fois par jour. Et à chaque fois, on leur donne 3 tonnes d'aliments. C'est comme ça qu'on les nourrit. Gavés de ces croquettes, bourrées de graisses et de protéines, les poissons atteignent leur taille adulte en seulement 6 mois. 2 fois plus vite que dans la nature. Pour assurer sa production, Monsieur Minh possède plus de 350 étangs de ce type. Nó khoảng coi như vậy là trên 100 triệu con. Coi như vậy là riêng Hùng Dương nuôi là nhiều cá người Việt Nam. Après 6 mois d'élevage, les fermiers récoltent 25 tonnes de poissons par étang. Mais pour les pangas, ce n'est que le début du voyage vers les assiettes européennes. Pour qu'ils plaisent aux consommateurs, Monsieur Minh va leur faire subir une transformation radicale dans l'une de ses 8 usines. En moins d'1 heure, ils y deviendront des filets congelés, gorgés d'additifs, prêts pour l'exportation. Pour préparer ce poisson, vendu à bas prix sur le marché européen,
Plus de 1000 ouvrières transforment jusqu'à 100 tonnes de pangas par jour. La rémunération des employés dépend de leur performance. Jusqu'à 150 € par mois. Mais pour ça, il faut tenir la cadence. 10 secondes en moyenne par filet, 10 heures par jour. Tại vì là người nào làm nhiều được hưởng lương nhiều, người nào làm ít hưởng lương ít. Avant la congélation, une dernière étape est nécessaire, qui commence dans ces grandes lessiveuses. Dans cette eau, des polyphosphates. Ces additifs facilitent la congélation. Mais ils ont un autre avantage. Ils permettent aux filets de se gorger d'eau et d'augmenter artificiellement leur poids. À l'arrivée, le poisson n'a plus ni goût ni odeur. Mais étonnamment, pour Monsieur Mine, c'est plutôt un avantage à l'exportation. Và đồng thời là nó đặc trưng là nó không có cái mùi riêng đó. Nó không có cái mùi hôi. Coi như là con cá này có thể là chế biến mà mình muốn cho một cái gia vị gì vô là tùy mình. Tous les ans, le Vietnam exporte 1,5 milliard de ses filets low cost, incolores et inodores. 20% de la production nationale sort des usines de Monsieur Mine. Dans son hangar, plusieurs milliers de tonnes sont en partance vers l'Espagne, l'Ukraine ou encore le Brésil. Mais aussi, à en croire Monsieur Mine, vers certains supermarchés français. Ok. Tại vì cá vua nó có một cái deal mà có những cái công ty ở bên Hà Lan nó mua được những cái độc quyền để bán vô. Thành ra nó mua từ ở bên mình, nó vô nó rồi nó mới đưa vô cá vua. Đây là cái công ty này là ở tại Pháp nhưng mà nhập thì nhập vô cảng Bỉ. Dans les pangas de Monsieur Mine, nous n'avons constaté aucun problème sanitaire. Mais dans d'autres élevages, certains poissons concentrent dans leur chair de dangereux cocktails de produits chimiques, car la plupart des pangas sont malades à cause de la pollution des eaux du Mékong. Monsieur Huynh est le représentant local du WWF, une association qui en 2009 a inscrit le panga sur sa liste rouge des produits dangereux pour l'environnement et pour le consommateur. That's a fish bone. I think that's Bangladesh bones. Les pangas de cette ferme sont élevés dans une eau directement pompée dans ce canal, l'un des milliers de petits affluents du Mékong où se concentre la pollution. So you can compare the water color in here to indicate for the water quality. In the small channel, it's more darker compared with the main river because there are many human activity in here. Dans ces canaux, plusieurs millions de Vietnamiens déversent quotidiennement leurs déchets domestiques. La région est aussi le premier exportateur mondial de riz, une culture intensive qui pratique l'épandage massif de pesticides. Face à ce cocktail de polluants, les eaux atteignent la cote d'alerte. The algae, the bacteria will be increasing and later they will consume a lot of the oxygen and release the toxin in the water also. Get the panga sick. It's reduce the health of the banga because it will be reduce the dissolved oxygen in the water, and later on oxygen will be effect on the roll rate and the health of the fish. Et pour soigner leurs pangas rendus malades par la pollution, les éleveurs déversent dans les étangs des quantités industrielles de médicaments. Dans cette ferme, justement, les poissons ont attrapé plusieurs maladies. So this is a big farm, huh? Philippe Questemont est chercheur pour l'université de Namur en Belgique. Il est venu aider cet éleveur à soigner ses pangas. They do not have too many problems with diseases. On the body, Yes. on the body,
particular on the fin, the base of the fin Yes. bleeding. Okay, bleeding. Yes. Oh, yes. Yeah, he faced with the problem with the ulcer in the liver. Yes. Yeah. Does he have some... Philippe Questemont va découvrir que pour soigner les poissons, les éleveurs utilisent des doses dangereuses de médicaments. Plenty of chemical here. Okay. So this is the antibiotic Omega-6. Dans ce local à pharmacie, plusieurs centaines de boîtes d'antibiotiques de toutes sortes. Massivement employés dans cet élevage, ils y provoquent une réaction en chaîne. Okay. Le problème étant que il y a toujours des résidus, ça se retrouve dans l'environnement et à terme, les bactéries deviennent résistantes à ces antibiotiques. Régulièrement administrés aux poissons, ces antibiotiques renforcent les maladies qu'ils sont censés combattre, obligeant les producteurs à augmenter les doses. Un cercle vicieux, car aujourd'hui, plus aucun éleveur ne peut y échapper. Si le poisson consomme des antibiotiques, il va en fixer une partie dans ses tissus et puis il va les libérer sous forme de résidus via les excréments, via l'excrétion. Et ensuite, ces résidus d'antibiotiques peuvent se retrouver dans les canaux. À la limite, peuvent d'ailleurs même rentrer dans d'autres piscicultures, puisque ces canaux sont aussi utilisés par d'autres pisciculteurs. Pour enrayer ce cercle vicieux, Philippe Questemont tente de promouvoir des médicaments moins polluants. Mais ils coûtent beaucoup trop cher pour les éleveurs, qui se plaignent du prix d'achat de leurs poissons par les distributeurs occidentaux. Oh yes, sulfadiazine. The production cost around $23,000, Yeah. but the selling price around $22,000. So Okay. he lost 1 kilo around $1,000. Okay, so no good for the business, huh? But sometimes Après les antibiotiques, over, no? Philippe Questemont va faire une découverte encore plus inquiétante. Ouf, ici aussi il y a du stock. Fumarate, manganèse, Yeah. gluconate, copper gluconate. No antibiotic, right? No, huh? It looks like Like chemical. chemicals and To again enhance the pesticide. hemoglobin. Okay. Des pesticides qui se concentrent dans la chair des poissons et dans les eaux du Mékong. Des croquettes qui font grandir les pangas 2 fois plus vite que des aliments naturels. Et une concentration record de poissons dans les étangs. Ces conditions d'élevage mettent-elles en danger la santé des consommateurs? Au Vietnam, c'est ici que s'arrête mon enquête, car aucune étude scientifique indépendante n'a été menée sur le sujet. Pour connaître la réponse, j'ai dû me rendre dans un pays qui a poussé plus loin encore l'utilisation des produits chimiques et les techniques d'élevage industriel. En Norvège, l'élevage de poissons pèse 4 milliards d'euros par an. C'est la deuxième ressource du pays après le pétrole. 70% des saumons consommés en France proviennent de ces fermes, directement immergées dans l'eau des fjords. Mais dans ce monde secret et opaque, les journalistes ne sont pas les bienvenus. Et aucun éleveur n'a accepté de nous ouvrir ses portes. Photoshop it. Je retrouve Kurt Descalves, l'activiste qui se bat contre les méthodes des éleveurs norvégiens. Pour percer les secrets des fermes d'élevage, son organisation s'est dotée de moyens dignes d'un film d'espionnage. Ce bateau et aussi ce robot sous-marin avec lequel il sonde les eaux des fjords. Sous les élevages, des montagnes de sédiments hautes de 15 mètres, où se mélangent les restes d'aliments et de produits chimiques déversés chaque jour dans les fermes.
What kind of elements is this? This considers all the toxins been sprayed for the fish to delysing, and it contains the fish shit itself. And you will see the sea bottom is completely destroyed, you know. And that's a gas factory, you know. It bubbles up with all kind of methane, and some of these pesticides they're using is the same that was used during the First World War to gas people. They have complete protect, they have gloves. Le principal problème des éleveurs norvégiens, c'est ce parasite, le pou de mer. Il se loge dans la chair des poissons et peut provoquer leur mort. Devenu résistant à tous les traitements, il oblige les éleveurs à employer des pesticides de plus en plus agressifs. Ces conditions d'élevage produisent sur les poissons des résultats effrayants, comme sur ces cabillots, déformés par des mutations génétiques. This is a escaped cod from a fish farm, from a cod farm. Nearly 50% of the cod is born like this. They can never close their mouth. This is a genetic damage. It takes 8 generations in the sea to get this away. You understand? Yeah. And female cod of this type is known to get pregnant with wild male cod. See the beautiful faces, you know? You don't eat things like this. But if you chop the head off, you wouldn't see it, you know? Les saumons subissent également des transformations moins visibles, mais tout aussi inquiétantes. See, this is a much smaller tail. It has bigger tails with more sharp corners. And the shell is not covering the gills, you know? That's very normal. We'll see if he has the typical... This is no... What the hell? See this? This is a fresh salmon, you see? Yeah. How it's breaking, you see? This is no good fish, you know? This you should be able to tug back and forth. It shouldn't break like this, you know? A wild salmon contains 5 to 7% fat. This contains between 14.5% and 34% fat, you understand? And since the toxic is always following the fat, you know, this is the most toxic food you have in the world, this one is. Plus grasse, la chair des poissons d'élevage fixerait davantage les résidus chimiques. Et les observations de Kurt Odecalve sont aujourd'hui confirmées par les études d'un chercheur français. Jérôme Ruzin travaille pour l'université de Bergen, en Norvège. Il a mesuré la concentration des produits toxiques présents dans différents produits alimentaires. Et les résultats qu'il a obtenus sont édifiants. Les différentes couleurs représentent différents polluants. Ici, vous avez différents produits alimentaires. Hamburger, ça c'est du lait entier, des œufs, des pommes de terre, morue, saumon d'élevage. C'est incroyable ce graphique-là. On voit que le poisson d'élevage a des concentrations énormes par rapport aux autres produits. Par rapport aux autres produits, on voit très, très clairement que le saumon d'élevage contient beaucoup plus de polluants. Ce qui est, vous voyez comme moi la figure. Des poissons d'élevage 5 fois plus toxiques que tous les autres produits de nos supermarchés. Pour Jérôme Ruzin, la conclusion est évidente. En même temps. Vous continuez à manger du poisson d'élevage? Non. Non, je ne le fais pas. Depuis que vous avez fait ces études, vous avez arrêté? Oui. Il faut absolument éviter d'être exposé à ces polluants, de les ingérer et d'y être exposé. C'est une évidence. Car il n'a pas seulement mesuré ces polluants, il a aussi évalué leurs effets sur ces rats de laboratoire. Ça, c'est un groupe qu'on avait qui était un groupe contrôle. Donc la souris, elle mange une nourriture standard. Et puis ça, c'est un autre groupe qui a exactement la même nourriture, sauf qu'on y a inclus le saumon d'élevage. Pour ce groupe, nourri avec du saumon, il a obtenu un résultat extrêmement inquiétant. Ce qu'il y a ici, c'est le tissu adipeux, donc les graisses qui sont au niveau abdominal. Si tu vois ce qui se passe avec le saumon d'élevage, c'est assez impressionnant.
Manger du poisson d'élevage les a rendus obèses et diabétiques. Si des organismes sont exposés à différents polluants, certains d'entre eux vont faire en sorte que ces organismes vont accumuler plus de lipides, plus de gras dans l'organisme. Et c'est pour ça que maintenant il y a une théorie qui est en train de se faire, qui dit que l'obésité serait aussi une conséquence de tous ces polluants qu'on a dans l'environnement. Jérôme Ruzin va ensuite nous faire une autre révélation. D'après ses recherches, ce qui intoxique le plus la chair des saumons, ce ne sont pas les pesticides déversés dans les élevages, mais ces croquettes, avec lesquelles sont nourris les poissons. Ces polluants, ils viennent essentiellement de la nourriture qu'on donne aux saumons. Mais c'est quoi ces polluants? Il y a des dioxines, il y a des PCB, dieldrine, aldrine, toxaphène, tous ces produits chimiques. Mais comment ça se fait qu'on trouve ça dans des croquettes? Ça, il faut demander à ceux qui font la nourriture pour les poissons. Mais ce qui est sûr, c'est que l'effet peut être énorme, très dangereux. De simples croquettes, qui seraient plus dangereuses encore que les pesticides et les antibiotiques. Comment sont-elles fabriquées? Et pourquoi sont-elles aussi toxiques? Le petit port de Tiburon, à l'ouest du Danemark. Ici, les bateaux de pêche ne ravitaillent pas des poissonneries ou des supermarchés, mais cette usine d'aliments pour poissons. Finn Nielsen est le contremaître de l'usine. Sa spécialité, la voici. Ces croquettes, il les fabrique avec de la chair de poisson fraîchement pêchée. Ce jour-là, une cargaison d'anguilles de sable qu'il aspire directement dans les cales des bateaux par ce tuyau qui les achemine jusqu'aux ateliers de transformation. Why do you use this small pill to make fish meal? I have some for proteins and so on, and oil and so on. Ce qui l'intéresse, ce sont les poissons gras. Dans son usine, 20% proviennent de la mer Baltique. Et c'est là que le problème commence. La Baltique est l'une des mers les plus polluées du monde. Et certaines espèces qu'on y pêche sont aujourd'hui devenues toxiques, contaminant les croquettes, mais aussi toute la chaîne alimentaire. En Suède, j'ai rendez-vous avec Jan Isaksson. Il milite pour l'association Greenpeace. Dans cette poissonnerie, il m'emmène acheter des poissons pêchés dans la région. Jag skulle ha strömmingen och laxen. Mais avant de nous les vendre, la poissonnière va nous tenir un discours étonnant. Elle va nous mettre en garde contre sa propre marchandise. This is Baltic herring. You should be careful. People are very much aware. They don't eat it more than at the most once a week. And it's the same thing with the eel. And if you're pregnant, you shouldn't eat the fish from the Baltic at all. Si elle tient ce discours, c'est grâce au travail de Jan et du gouvernement suédois, qui ont lancé des alertes sanitaires contre les poissons de la Baltique, et notamment les poissons gras, comme le saumon ou le hareng. It contains high levels of dioxins, and it's one of the most powerful toxic pollutants that we know of today. And extremely low levels of dioxins can have effects on your hormone systems. It can cause cancer. Pour trouver l'origine de cette pollution, pas besoin de chercher très loin. So let's try the small road. Il suffit de faire 1 heure de route en dehors de Stockholm, jusqu'à cette usine chimique qui transforme les arbres des forêts suédoises en papier. Paper mills like this is historically one of the main sources of dioxin pollution. So
It's quite natural to find it in here in high concentrations here. Et la chimie suédoise n'est pas le seul pollueur. Autour de la mer Baltique, 9 pays très industrialisés déversent leurs résidus chimiques, comme l'Allemagne ou la Russie. Une mer presque fermée, dont les eaux ne se renouvellent qu'au bout de 30 ans. Les produits chimiques s'y concentrent et aboutissent dans la chair des poissons. These pollutants, they bind to the fat in your body, and that's why salmon and herring is extra vulnerable to this pollutant, because they have a very fatty meat, which we like because of the omega-3. But at the same time, they bind a lot of these very, very dangerous toxics. Ces produits chimiques remontent ensuite la chaîne alimentaire. Plus un poisson est gras, et plus il fixe dans sa chair les polluants. Certains, comme les pesticides ou les PCB, ne s'éliminent jamais. On les appelle les polluants organiques persistants. En remontant la chaîne alimentaire, ils se concentrent de plus en plus dans les parties grasses. En bout de chaîne, 1 kilo de thon ou de saumon est donc beaucoup plus toxique qu'1 kilo de petits poissons. C'est ainsi que certains poissons gras de la Baltique sont devenus impropres à la consommation. Ils sont donc de moins en moins présents dans les assiettes des consommateurs. Du coup, ils se retrouvent massivement sur le marché des croquettes pour poissons. Et c'est là que l'intoxication s'accélère. Retour à Tiburon, dans l'usine de croquettes. Pour transformer les poissons gras, Finn Nielsen les cuit dans ses grands fours. En bout de chaîne, il obtient 2 produits très différents. Cette poudre de protéines d'une part, et cette huile de poisson d'autre part. Ces 2 ingrédients permettent la fabrication du produit fini. Et chacun à leur manière, ils vont contribuer à la contamination des croquettes. Cette huile tout d'abord. En concentrant les parties grasses, elle accélère l'accumulation des polluants. C'est la raison pour laquelle les poissons d'élevage y sont encore plus exposés que les poissons sauvages. Les poudres de protéines, quant à elles, posent un autre problème, plus grave encore. C'est au bout de l'usine que je l'ai découvert, dans ce bac de produits chimiques. The antioxidant is going to the meal here. It's etoxicine. L'étoxyquine, un produit que Finn Nielsen utilise abondamment, mais dont apparemment, il ne sait rien. À quoi sert ce mystérieux produit chimique? Et fait-il courir un danger aux consommateurs? Voici l'histoire d'un des secrets les mieux gardés de l'industrie agroalimentaire. À première vue, l'étoxyquine n'a rien à faire dans une usine d'aliments. Le produit a été enregistré en 1959 par Monsanto, le géant américain de la chimie, dans la catégorie des pesticides. Il servait à traiter le caoutchouc, mais aussi les fruits et légumes. Son usage est strictement encadré et limité. Que fait-il dans des aliments pour poissons? La réponse se trouve en Suisse, à Genève, dans ce laboratoire de la répression des fraudes. Il y a 2 ans, Patrick Eder et Didier Ortelli ont eu la surprise de trouver de l'étoxyquine dans la chair des poissons d'élevage, dans des concentrations extrêmement élevées, bien au-dessus des 50 microgrammes par kilo, autorisés dans les aliments. La valeur de référence, c'est 50. Donc on serait à ce niveau-là. Et on voit bien que dans nos poissons, on a mesuré jusqu'à 10 à 20 fois plus que cette norme-là, puisqu'on a des concentrations comprises entre 500 voire 800, presque 1000 microgrammes par kilo.
Ouais, donc c'est massivement plus que la norme, quoi. C'est beaucoup, beaucoup plus que la norme. On voit que dans les poissons sauvages, il n'y en a pas, ce qui est logique puisqu'elles ne se nourrissent pas de farine de poisson. Et que par contre, tous les poissons issus de l'aquaculture sont contaminés par de l'étoxychine. Avant eux, personne n'avait jamais pensé à chercher de l'étoxychine dans les poissons. Et pour cause. Le produit est censé protéger les fruits et légumes. Mais les fabricants de farine lui ont depuis trouvé un autre usage. Alors en fait, il est mis dans les farines de poisson pour éviter que les matières grasses qui sont présentes rancissent, donc pour garantir la qualité des matières grasses. Le problème, c'est que les fabricants de croquettes n'ont pas prévenu les autorités sanitaires de ce changement d'utilisation. Résultat, le taux d'étoxychine est sévèrement encadré dans les fruits et légumes, et même dans les viandes, mais rien concernant les poissons. C'est paradoxal, il y a une norme pour les bœufs et les poulets, mais il n'y a pas de norme pour les poissons. C'est même pire que ça, vous allez retrouver une norme pour les kangourous, pour les reptiles, mais il n'y a rien du tout pour les poissons. Et Patrick Eder a fait une découverte plus étrange encore. Les effets de l'étoxychine sur la santé humaine n'ont en fait jamais été évalués par l'EFSA, l'Agence européenne de sécurité sanitaire. Il manque énormément de choses, puisqu'on voit bien dans le rapport de l'EFSA que la toxicité long terme et les aspects liés au cancer, il n'y a pas d'études valides qui ont été soumises, qu'au niveau de la toxicité de reproduction, du développement du fœtus, pas d'études valides soumises, au niveau de la neurotoxicité, idem, et à l'arrivée, l'EFSA ne peut pas donner une dose journalière admissible parce qu'elle le dit, elle ne peut pas le calculer, elle n'a pas de données suffisantes. Si cette substance devait nouvellement apparaître sur le marché, certainement qu'elle ne pourrait pas, avec un niveau d'étude aussi faible. Une seule étude sérieuse a été publiée. Elle émane d'une chercheuse norvégienne. On n'a quasiment rien trouvé, si ce n'est cette thèse qui avait eu lieu donc, en Norvège. Je décide de retrouver la trace de cette chercheuse. Elle a soutenu sa thèse à Bergen, à l'ouest de la Norvège, dans cet institut de recherche étatique, le NIFES. Mais depuis, elle y a perdu son travail. C'est donc chez elle que je la retrouve. En travaillant sur l'étoxychine, Victoria Bone a d'abord découvert que personne, pas même le fabricant Monsanto, n'avait la moindre idée des effets de ce produit sur la santé humaine. I think it's nobody asked if it's safe. It was presumed, I think, that it's safe. I don't know. But it's not been investigated. No. But that's crazy. You're not supposed to put something in our food without investigation, no? Yes. Après plusieurs années de travail, elle a fait 6 découvertes majeures sur ce produit, toutes plus inquiétantes les unes que les autres. It goes through the blood-brain barrier. And what we know about the function of blood-brain barrier is that it's created to make a physical barrier for xenobiotics or substances which are not supposed to be in human body to diffuse into the brain. But this substance can still go through. Yes. So that's really bad. Yes, it's really bad. It's this result and this fund should be publicated as soon as possible. Yes. Selon elle, une contamination du cerveau, mais aussi de probables effets cancérigènes. Le problème, c'est que depuis plusieurs années, Victoria Bone n'a pas pu publier un seul de ses résultats dans une revue scientifique. Why can you not make it? Who doesn't want you to make because it? Because now I'm not belonging to the institute and I'm not researcher anymore. And you know the findings, they are only for researcher in the researcher positions. À la fin de sa thèse, et malgré ses nombreuses découvertes, Victoria Bone a en effet quitté l'institut de recherche, officiellement de son plein gré. Mais je ne vais pas tarder à découvrir que la réalité est un peu différente de la version officielle.
Because I decided by myself that I don't want investigate further in this theme. Why? You say you have 6 publications ready. You seem like you want to publish it. You seem frustrated. I mean. Do you like? If you will take away camera, then we can talk first about this, and then. Hors caméra, Victoria Bone va affirmer avoir subi des pressions et même des tentatives de falsification de certains de ses résultats. Dans l'espoir de retrouver un poste et de publier un jour ses recherches, elle a préféré ne pas dénoncer ses pratiques dans les médias. D'autres, en revanche, l'ont fait avant elle, car elle n'est pas la première à avoir été poussée vers la sortie. En 2006, cette femme, Claudette Béthune, également chercheuse au NIFES, avait elle aussi mesuré la présence de substances dangereuses dans le saumon. Elle avait alors dénoncé dans un journal norvégien les pressions et les falsifications de la part de sa hiérarchie et du ministère de la Pêche. Il y a 4 ans, des crédits de recherche sur les toxikines ont été coupés par le ministère norvégien de la Pêche. Et selon Kurt Oddekalv, cette décision pourrait avoir été prise sous la pression de la ministre de la Pêche en personne. She is also the author of the food security system that's controlling the fish farm diseases. And she controls the food authorities, she controls all things that has to do with fish farming in Norway. And she uses her power in a bad manner. So she gives them order to take down this fish, the disease, take it down from 1 to 2, so we can sell the fish. So we don't lose money, we have to sell the fish. So they sell the fish that's infected and sick. And that's never been before. She is a rotten piece in this story. Pour vérifier ces accusations, je décide de donner la parole à la principale intéressée. À Bruxelles, dans les allées d'un salon professionnel, j'ai rendez-vous avec la ministre pour 5 minutes d'interview. Mais le temps qui me sera imparti va s'avérer beaucoup plus court. The people at the NIFES, they say they're trying to do some research about a substance called etoxiquid, but they say they don't have money to do it. Are you going to fund some research about etoxiquid? I'm sorry, I don't know about that research program, so I can't say anything about that now. Sorry? I think for the moment we are here to talk about the seafood exposition, and that's why we're doing. I'm sorry, I'm not. No, but I'm fine. I'm fine. I'm just, we've had many. I'm sorry, the interview is over. Yeah, but I couldn't ask all my questions, you know. No, but that's how it is. To go on. Okay, Bob. We have a very tight schedule, so. La ministre ne souhaite donc pas s'exprimer sur les toxikines. Elle ignorait même tout de cette substance. Pourtant, si on prend le temps de consulter son CV, disponible sur le site internet du ministère, on y apprend qu'elle a travaillé 4 ans comme consultante pour Evos, le leader mondial de la croquette de poisson, juste avant d'être recrutée comme conseillère au ministère de la Pêche. Elle a depuis occupé des dizaines de postes dans l'industrie du saumon, dont elle a même dirigé l'un des principaux lobbies, le syndicat professionnel FHL. Et selon Kurt Oddekalv, il y a encore une ligne qui manque à ce CV déjà bien rempli. All the management authorities have their own interest in fish farming. She's owning 8% of a big fish farm. And her director is owning 20% of another fish farm. So this is what we call corruption. And this is like the Italian mafia. L'accusation est peut-être outrancière, mais les faits sont là, masqués par un simple montage financier. Il m'a suffi d'examiner les registres de cette société, JMJ Invest. La ministre en est la principale actionnaire. Et JMJ Invest possède effectivement plus de 10% d'une des principales saumonneries norvégiennes, dont plusieurs autres actionnaires sont des membres de la famille de la ministre. Poissons toxiques,
chercheuse muselée, ministre en conflit d'intérêts, je quitte la Norvège un peu étonné par tout ce que je viens d'apprendre. Mais mon enquête n'est pas encore tout à fait finie. Il me reste à découvrir comment ces poissons se retrouvent parfois dans nos assiettes, sans même que nous le sachions. Il suffit pour cela qu'un industriel décide, en toute discrétion, de se tromper d'étiquette. Exactement comme dans le scandale de la viande de cheval. À Boulogne-sur-Mer, le principal port de pêche français, certaines entreprises ne se contentent pas de vendre du poisson. Elles fabriquent aussi un produit totalement inconnu des consommateurs, mais très utilisé dans les plats cuisinés. Ce jour-là, un arrivage de cabillaud. D'un côté, les filets s'entassent, et de l'autre, les déchets ne sont pas perdus pour tout le monde. Ici, ce que vous êtes en train de fileter, c'est du petit cabillaud. Luce Sergent travaille pour une entreprise spécialisée dans la transformation des déchets de poisson. Donc en fait, voilà, une fois qu'on a ôté le filet de cabillaud, en l'occurrence c'est un cabillaud, on voit qu'il reste encore pas mal de chair qu'on peut retirer par pulpage pour l'utiliser en agroalimentaire, dans des plats cuisinés, dans des rillettes par exemple. Voilà, donc on donne une valeur ajoutée à ce qui était considéré comme un déchet il y a encore quelques années. Et maintenant c'est devenu une ressource très prisée. Très prisée et surtout pas très chère. Ces restes, avec lesquels sont préparés nos plats cuisinés, Luce Sergent les achète moins de 15 centimes le kilo. Certains sont chargés dans ces conteneurs frigorifiques. D'autres partent directement dans ces camions-bennes et sont acheminés jusqu'à cette usine où rien ne se perd. Les peaux de poisson sont d'abord récupérées pour fabriquer des produits cosmétiques. Quant aux têtes et aux bouts de chair qui restent accrochés aux arêtes, ils sont en partie travaillés dans cet atelier. Mais à notre arrivée, toutes les machines sont à l'arrêt. Elles ont pourtant tourné très récemment. Mais juste avant notre visite, le patron du site a donné l'ordre d'arrêter la production. Ce qui le dérange, c'est par rapport à la filière en fait. Il a peur que ça choque le consommateur, qu'on montre la pulpe et que ça le... Ouais, mais il fallait nous le dire avant qu'on vienne. L'image que le patron voulait éviter, nous avons tout de même réussi à la filmer et à la dérober dans un autre atelier. C'est cette pulpeuse en pleine action. En écrasant les déchets, elle en extrait cette bouillie informe et pas franchement appétissante, qu'on appelle la pulpe. Une fois lavé, voici à quoi ressemble le produit fini. Celui-ci a été fabriqué avec les restes d'un poisson gras, la truite. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une pulpe comme ça, par exemple? C'est utilisé dans des plats cuisinés en général, mais aussi beaucoup dans le pet food. Dans le pet food. Donc pour l'alimentation des chiens et des chats. L'intérêt de ce produit, c'est d'abord son prix. La pulpe se vend autour d'1,30 € le kilo, 10 fois moins cher que du filet de poisson. Elle est donc très prisée des industriels de l'agroalimentaire. D'autant plus que rien ne les oblige à indiquer sur leurs produits qu'ils contiennent de la pulpe. Une usine de plats cuisinés dans l'ouest de la France. Ce matin, les équipes de la répression des fraudes font une inspection surprise. Bonjour, Monsieur Emmerich, directeur département de la protection des populations. Bonjour, bienvenue. Jean-Michel Emmerich est venu inspecter les stocks de cette grande marque d'agroalimentaire. Et notamment cette brandade de morue, dont il veut vérifier la composition. Donc c'est la liste des ingrédients. Vous avez de l'eau, de la morue 23%, constituée exclusivement de cabillaud et de sel. Donc le professionnel du coup s'engage à ce qu'il y ait 23% de produits nobles dans ce produit. Produits nobles, façon de parler. Quand un plat cuisiné indique par exemple la présence de morue, sans rajouter la mention filet de poisson, c'est en général de pulpe qu'il s'agit.
Vous éliminez les bords, voilà. Vous prenez plutôt des morceaux au milieu. Jean-Michel Emmerich souhaite vérifier que la composition de ce bloc de pulpe correspond bien à ce qui est indiqué sur l'étiquette. C'est un bloc de chair de poisson aggloméré, puisque c'est un produit congelé. Donc évidemment, il est plus facile de dissimuler dans ce type de produit un mélange d'espèces en incorporant de la morue et d'autres espèces de poissons que lorsque c'est présenté en filet. Après le scandale de la viande de cheval, le poisson est également dans le collimateur de la répression des fraudes. Les échantillons prélevés sont transmis pour des analyses ADN au Laboratoire national d'analyse de Marseille, dirigé par Frédéric Saltron. Identifier des poissons est une procédure longue et complexe. Selon une récente étude américaine, une étiquette de poisson sur 3 serait mensongère. Et c'est le cas de notre échantillon de pulpe. Ça dit qu'il y a dedans plusieurs choses. Ça, c'est une bande qui est celle de la morue du Pacifique. Et ça, ce sont 3 bandes qui sont celles du colin d'Alaska, comme on voit là sur le témoin du colin d'Alaska. Donc là, grosso modo, on a morue du Pacifique et colin d'Alaska. Voilà, c'est ça. Mais ça, ils l'ont pas annoncé, colin d'Alaska. Non. Donc ça, c'est pas légal. Ça, c'est une anomalie. Il va falloir que le professionnel explique l'origine possible de ce colin d'Alaska dans la pulpe, dans cette matière première. Il ne faut pas exclure l'origine accidentelle. Et puis aussi, tout simplement, le colin d'Alaska est moins cher que la morue du Pacifique, donc ça pourrait être une fraude. Et vous avez aussi un autre type de fraude, c'est de faire passer un poisson d'élevage pour un poisson sauvage. Du colin à la place de la morue. Dans la pulpe, les substitutions d'espèces sont beaucoup plus fréquentes et posent un problème de traçabilité. Aujourd'hui, toute la filière poisson peut être concernée par des problèmes de sécurité sanitaire, à tel point que certains professionnels de la santé sont en train de changer totalement de discours sur le poisson. Jean-Loup Mouisset est cancérologue. Ce jour-là, il anime un atelier d'information sur les causes du cancer pour ces femmes toutes atteintes de la maladie. Notre objectif, c'est pas d'aller chercher le coupable, c'est plutôt de prendre des mesures qui vont permettre d'éviter la récidive. Et parmi les multiples causes qui peuvent favoriser le cancer, le poisson est devenu l'une de ses préoccupations. Recommandation simple, mangez peu de poissons, de gros poissons, saumon, thon, les gros poissons, une à 2 fois par mois. Vous mangez des petits poissons, riches en oméga 3 si possible. Pour quelqu'un qui a eu un cancer du sein, je vais recommander des petits poissons. Le poisson peut être problématique pour ma santé, c'est ça? Oui. Oui, parce qu'on veut résumer. Avant, c'était vrai parce que le poisson était le poisson, avec ses constituants qu'on mesurait, avec sa richesse en oméga 3 notamment, en vitamine D. On donnait des cuillères d'huile de foie de morue, pas pour rien, dans l'enfance, parce qu'elle est riche en vitamine D. Donc ça, c'est un élément de santé. Et tout d'un coup, ce poisson, c'est pas que du poisson, c'est du poisson avec des pesticides, du mercure, et même si c'est du poisson de Finlande, on sait qu'il y a plein de radioactivité, toujours plus de 20 ans après, de Tchernobyl. Donc c'est pas du poisson que vous mangez, c'est du poisson avec de la radioactivité, du mercure, des métaux lourds, et des PCB, des dioxines, etc. C'est plus la même chose. Donc le message, il doit être différent malheureusement, parce que les choses ont changé. Pendant 30 ans, les autorités sanitaires françaises ont encouragé sans limite la consommation de poissons. Cet été, elles ont revu à la baisse leurs recommandations. Pas plus de 2 portions de poisson par semaine. Une manière de prévenir ou d'anticiper ce qui pourrait devenir notre prochain scandale alimentaire.